devant cette auguste assemblée mon premier discours sur l'état de la nation. Aujourd'hui, c'est avec une émotion toute particulière que je m'acquitte de nouveau de ce devoir constitutionnel et républicain, tout en gardant à l'esprit la juste mesure de ce moment historique pour la nation congolaise. Émotion, puisqu'il s'agit du dernier exercice de cette nature pour cette législature et pour mon premier quinquennat qui arrive à terme. En effet, cette cérémonie solennelle nous donne l'occasion d'une part de passer en revue et de rendre compte des grands faits, défis et enjeux qui ont jalonné la marche de notre nation, et d'autre part de présenter des réponses apportées par les pouvoirs publics en vue d'y faire face. Mes très chers compatriotes, avant d'entrer dans le vif de cette allocution hybride, puisqu'à la fois rétrospective et prospective, permettez-moi de saluer la mémoire de nos compatriotes, filles et fils de notre mère patrie, tombés pour les uns les armes à la main, en s'évertuant à sauvegarder notre intégrité, et pour les autres, fauchés par les affres de la guerre, la violence, les maladies et divers événements naturels. Ces Congolaises et Congolais disparus étaient transcendés tout autant que nous par la même ferveur, ainsi que par la même arme pour la préservation des valeurs incarnées par notre nation et consacrées dans notre hymne national. En mémoire de ces dignes filles et fils, je vous prie de bien vouloir vous lever et d'observer un moment de recueil. Je vous remercie. Députés nationaux et sénateurs, il me revient tout d'abord de vous exprimer toute ma gratitude et la reconnaissance de toute la République pour l'assiduité avec laquelle vous êtes acquittés de vos missions principales, à savoir la production législative et le contrôle parlementaire. S'agissant de votre prérogative de légiférer, cette dernière a permis de doter notre pays de cadres normatifs essentiels à la marche de la nation. Dans un contexte dominé depuis près de 2 années par l'agression barbare de notre pays, perpétrée par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, je salue votre engagement. Remarquable, matérialisé par les autorisations successives et responsables de prorogation de l'état de siège. Ces autorisations ont permis au gouvernement de poursuivre et d'intensifier les actions en vue de la pacification des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Aussi,
Je remercie les deux bureaux de nos chambres législatives pour leur action managériale. S'agissant du contrôle parlementaire exercé sur le gouvernement, les entreprises publiques, les entreprises du portefeuille de l'État, les services et établissements publics, vous avez, en jouant votre partition, contribué à consolider l'élan de la bonne gestion de la chose publique. Les nombreuses recommandations que vous avez adressées au gouvernement et la disponibilité de ce dernier à y répondre promptement autant que possible constituent l'une des manifestations tangibles de cette collaboration interinstitutionnelle. À travers l'exercice de vos missions précitées, je mesure l'étendue de votre engagement pour ce pays. C'est ce combo de tous, combo pour tous, dont nous partageons la passion et l'ambition qui nous réunit, vous et moi, mandataires du peuple. Je ne saurais toutefois clore ce propos vous concernant sans mentionner spécifiquement la détermination dont vous avez fait montre à m'accompagner dans mon engagement solennel, celui de consolider notre jeune et fragile démocratie par l'organisation de scrutins électoraux dans le strict respect des échéances constitutionnelles. Pour ce faire, vous avez, au cours de cette législature, doté notre pays de toutes les lois essentielles à l'organisation des élections tant attendues par notre peuple, notamment la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, la réforme de la loi électorale, ainsi que la loi sur la répartition des sièges. Pour cet engagement soutenu, vous pouvez vous estimer heureux et fier d'avoir été au service de la nation. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, comme je l'ai précisé en liminaire de mon propos, la situation sécuritaire de notre pays est caractérisée par l'occupation d'une partie des territoires de Rutshuru, de Nirangongo et de Massissi. Cette agression a déjà coûté la vie à bon nombre de nos compatriotes, lâchement massacrés à Kishiché, Kizimba, Bangu, Bukombo, Tongo, Kalake et mis en errance à plus de 2 400 000 déplacés internes, dont 1 600 000 autour de la ville de Goma. En outre, ces actes criminels perpétrés par la coalition RDF M23 ont occasionné la destruction de nombreuses infrastructures sanitaires, scolaires, religieuses dans la zone occupée, ainsi que la dévastation du parc national de Virunga, patrimoine mondial de l'humanité. À cette guerre injustement imposée au peuple congolais s'ajoute l'activisme des forces négatives, ainsi que d'autres groupes terroristes locaux et étrangers. On peut notamment relever l'activisme accru des terroristes de l'ADF qui, au moyen du djihad, poursuivent l'ambition saugrenue d'implanter un califat islamique dans le territoire de Béni et dans le sud de la province de l'Itourie. Il y a également lieu de citer le groupe armé Red Tabara et certains groupes armés locaux, particulièrement dans les provinces de l'Itourie, du Sud Kivu, du Maniema et du Tanganyika, qui n'ont fait qu'exacerber l'insécurité et compromettre la cohabitation pacifique de nos populations. Face à ce tableau sombre et préoccupant, je voudrais rassurer les compatriotes vivant dans ces provinces du pays de la prise par le gouvernement de mesures idoines et appropriées pour répondre avec fermeté à ces fléaux. Parmi ces mesures, il convient de signaler l'adoption par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de défense de l'ordonnance de loi numéro 22/019 du 28 juillet 2022 portant programmation militaire 2022-2025 et la loi numéro 23/014
du 22 mai 2023 qui institue la réserve armée de la défense. Cette grande réforme qui manquait à notre pays depuis des décennies est destinée à structurer, mieux à systématiser et stabiliser la capacité de riposte et de dissuasion de nos forces de défense sur le moyen et le long terme. Elle poursuit également l'ambition d'accélérer l'augmentation des capacités dissuasives de notre appareil de défense. Dans cet élan poursuivi par le gouvernement, des efforts considérables ont été menés en vue d'améliorer les conditions socio-économiques des militaires et de leurs dépendants. Il s'agit entre autres de l'indexation du barème de rémunération des militaires sur un salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, constaté permanente, ainsi que d'une assurance obsèque, du lancement du programme de construction des casernements militaires, de la poursuite des audits et contrôles des ressources humaines, financières et logistiques dans toutes les structures de défense pour une gestion efficiente et efficace. Par ailleurs, la transhumance armée des Moro dans le Haut et le Bas-Ouélé, l'afflux des réfugiés résultant de différentes crises politiques mal gérées dans certains pays voisins, ainsi que la criminalité transnationale et le trafic illicite des minerais sont autant de facteurs d'insécurité à la base des malheurs de nos concitoyens. Toujours dans le volet sécuritaire, la province du Maï-Ndomé connaît depuis le mois d'août 2022, dans le territoire de Kwamou précisément, une insécurité née de divergences basées sur les redevances foncières et qui s'est progressivement muée en conflit intercommunautaire, conflit qui a aujourd'hui tendance à s'étendre malheureusement à d'autres entités de l'espace souvent bambou. La province de la Tchoko a enregistré elle aussi des cas de tueries intercommunautaires dont les raisons sont à première vue similaires à celles rencontrées dans le Maï-Ndomé. Comme pour le Maï-Ndomé et la Tchoko, il s'observe depuis 5 jours dans le Haut-Lomami, plus précisément dans le territoire de Malé-Bakourou, une escalade de violence déplorable et très inquiétante, pouvant potentiellement déboucher sur l'éclosion d'un conflit du même type que celui que j'ai déjà précédemment cité. J'en appelle au pouvoir public de mettre tout en œuvre pour favoriser, avec l'urgence la plus absolue, un retour au calme. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, mes très chers compatriotes, nonobstant les nombreuses initiatives, notamment diplomatiques, engagées et mises en œuvre afin de favoriser un retour de la paix dans les zones en proie à une instabilité, le caractère tristement durable de cette situation, de même que la résilience des forces négatives et des groupes terroristes actifs dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu, m'obligeait à recourir aux mesures exceptionnelles consacrées par la Constitution pour y faire face. C'est donc en activant les dispositions pertinentes des articles 85, 144 et 145 de la Constitution que j'ai, par l'ordonnance numéro 21, par 015 du 3 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce régime d'exception a permis l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des deux provinces concernées, notamment la réduction de la fraude minière et douanière transfrontalière qui alimente les conflits, la réduction des tensions intercommunautaires ainsi que la stabilité de l'administration à travers le rétablissement de l'autorité de l'État. De manière spécifique, il est important que le peuple congolais sache que l'état de siège a permis non seulement de démasquer, mais aussi de démanteler les réseaux criminels et mafieux constitués par les ennemis de la République
dans le trafic illicite de nos ressources. Au rang des pourvoyeurs de ces réseaux figurent principalement certains États voisins dont le commerce et l'industrie sont manifestement soutenus par des ressources issues du pillage de notre pays. Une autre retombée de l'état de siège est la limitation du coulage des recettes et des fraudes institutionnalisées qui ont élu domicile depuis des décennies dans cette partie du territoire national à la faveur de l'insécurité qui y règne. Ainsi, en tenant compte des résultats précités et au regard des conclusions de la table ronde au cours de laquelle une évaluation responsable a été faite, un dispositif transitoire d'assouplissement déjà décidé est en cours d'exécution dans le souci de concilier les impératifs sécuritaires et le respect des libertés publiques de nos concitoyens. C'est ainsi dans ce contexte qu'un cadre de partenariat avec certains pays de la sous-région et partageant les mêmes menaces que nous a été mis en place en vue d'une mutualisation des efforts. Ce partenariat consacre une collaboration dans le domaine du renseignement ainsi que sur le plan des opérations. C'est le cas notamment des opérations conjointes menées par les FARDC et les forces de défense du peuple ougandais, du PDF, contre les terroristes EIF, et de celles associant les FARDC et les forces armées du Burundi dans l'annihilation des rebelles de Red Tabara. S'agissant du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle, je félicite les groupes armés qui ont déjà signé des actes d'engagement en réponse à mon appel dans le cadre du processus de Nairobi et leur demande de s'exécuter en se rendant dans les sites de cantonnement. J'invite les autres qui continuent à tergiverser à leur emboîter le pas. C'est de cette manière qu'ils pourront contribuer significativement à la pacification et au développement des provinces en proie à l'insécurité. À ce propos, j'ai instruit le gouvernement de disponibiliser les fonds pour le démarrage des segments désarmement et démobilisation à la disposition